une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue à ce rendez-vous de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Paul-Marie Wessou. Il est enseignant-chercheur, théoricien de la gouvernance, analyste politique. Il sera face à Agapite Napoléon Maforican, consultant médias communication, analyste, chroniqueur politique. Avec eux, nous échangerons essentiellement autour des sujets qui ont fait l'actualité politique tout au long de cette semaine qui s'achève, notamment la modification du code électoral et la révision de la constitution du Bénin. Nous n'occulterons pas également de faire quelques commentaires sur la crise politique que traverse le Sénégal. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans la ville de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, je suis en compagnie de Paul-Marie Wessou. Bonjour. Bonjour, Kader. Enseignant-chercheur, théoricien de la gouvernance, analyste politique. Merci d'honorer le rendez-vous. Merci également à Agapite Napoléon Maforican d'être toujours là quand on lui fait appel. Bonjour. Bonjour, Kader. Bonjour aux internautes. Consultant médias communication, analyste, chroniqueur politique. Alors, Paul-Marie Wessou, vous avez suivi tout au long les débats autour de ce projet de modification du code électoral et de la révision de la Constitution. Les débats vont de part et d'autre. De façon sommaire et expéditive, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui avec la programmation de la session extraordinaire du 21 prochain? Écoutez, je retiens que nous avons suffisamment discuté maintenant cette question de révision de la Constitution, que on a essayé de clarifier, et c'est heureux pour une première fois d'avoir d'abord le texte et de discuter pendant un long moment avant qu'on ne commence à parler des assises au Parlement qui vont donc statuer sur ça. Ça permet pour moi aux députés de voir plus clair, parce que les députés ne sont pas des spécialistes des questions de la Constitution, et les analyses des uns et des autres, pour moi, leur permettent de voir plus clair et de savoir ce qu'il faut faire lorsque viendra le moment donc du débat sur donc la révision de la Constitution. Je reviens dans un instant pour savoir s'il faut réviser à cet instant ou il faut modifier le code électoral. Mais Agapite Napoléon Maforican, quelle est l'analyse situationnelle de l'analyste et chroniqueur politique? Non, je rejoins les acteurs sur la question du débat. C'est la première fois qu'on a débattu opportunément, sans doute, mais c'est la première fois réellement que toutes les parties prenantes ont eu l'occasion de donner leur avis. Tous les partis politiques significatifs dans le pays, c'est-à-dire les 3 qui sont représentés au Parlement, le 4e qui a des élus dans les communes, et d'autres forces politiques comme Renaissance, ont pu donner leur lecture et même ont pu élaborer des propositions. Ça, c'est inédit dans notre pays concernant la question électorale. Et ça, c'est à l'actif donc du débat, c'est tant mieux. Ensuite, je continue de penser que
il a manqué, il y a eu un problème de timing à notre classe politique, notamment les partis représentés au Parlement. Il y a un problème de timing. Le fait de démarrer le débat avec la décision de la Cour constitutionnelle a faussé le jeu dans la mesure où je pense que nous parlons de deux choses différentes. Lorsqu'on parle de révision de la Constitution et on parle de code électoral, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'amalgame qui mérite d'être clarifié. La Cour n'a pas demandé de toucher à la Constitution. On n'est pas tenu de toucher à la Constitution. On ne doit pas toucher à la Constitution dans ce débat-là. Mais les députés, ayant l'initiative de loi et donc de réviser aussi la Constitution, peuvent prendre l'initiative si, bon, c'est-à-dire qu'ils jugent utile de le faire. Mais le fait de lier les deux, créer une sorte d'embrouille dans les esprits, c'est ça que je déplore. Paul Maï-Wissou, est-ce que selon vous, au regard des rapports de force présents, est-ce que le débat doit être encore d'actualité autour de la révision de la Constitution, bien que cela soit programmé pour la session extraordinaire du 21 prochain? Non, moi je crois que normalement, les révisionnistes, si je peux me permettre de les appeler ici, doivent normalement ranger leur clic et clac et puis se concentrer sur la révision du code électoral, comme le dit Agapit. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit pour nous permettre d'aller tranquillement vers les élections et qu'après, nous puissions nous pencher sur la Constitution elle-même. Parce qu'il n'y a pas que ce problème, le problème soulevé par ceux qui veulent qu'on révise l'article 153, c'est ça, hein, 153 et puis ses alinéas. Donc, il n'y a pas que ça qui pose problème dans la Constitution actuellement. Autant dans la Constitution de 1990 que dans la Constitution de 2019, il y a des problèmes. Et il nous faut tranquillement débattre de ces problèmes et de faire des options pour aller vers, disons, une constitution plus consensuelle et plus acceptable en termes de mécanismes ou d'arrangement de nos institutions et de fonctionnement de nos institutions. Donc pour Agapit Dablon-Mafokan également, il n'est pas temps de réviser la Constitution pour le moment. Ah non, pour moi, on peut réviser la Constitution à tout moment. Mais pas pour cette question, c'est ça? C'est qu'on ne répond pas à la question de la Cour constitutionnelle. Non, il faut répondre d'abord à la Cour. Pour moi, c'est une question de procédure et de discipline. La Cour a été saisie sur une base. La Cour a analysé et jugé. On m'a dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent. Elles s'imposent à toutes les autorités civiles, militaires, juridictionnelles. Alors donc, pour moi, j'ai envie d'être un peu comme Candide de Voltaire. Je veux être quelqu'un de, à la limite de naïf, hein, et de croire que quand les choses sont ainsi dites, ainsi précisées, ainsi claires, qu'on aille directement, qu'on fasse ce qui doit être fait. En la matière, la Cour a dit, il y a une rupture de légalité, de légalité par rapport au maire. Régler la question. Il y a un problème de délai par rapport à la reprise des élections. Voilà les deux cahiers de charge que la Cour consigne aux députés en leur statut, en leur qualité donc de garant, donc de fabricants et de producteurs de la loi. Dans ces conditions, ils doivent d'abord s'exécuter. Et en s'exécutant, on va voir qu'ils se retrouvent face à des inéquations, face à des situations où il y a des voies sans issue qui les obligent peut-être. Mais on a mis le débat, en même temps on parle de révision de la Constitution. Et on est allé dans un jeu, à mon avis, un peu de ruse. Enfin, moi, en politique, je n'ai rien contre la ruse. Hein. La démocratie se nourrit de ça, par ailleurs. Un peu comme dans le football, les gens se dribblent. Hein, tout. Mais il faut comprendre les gens pour des au moins la classe intellectuelle, tout au moins, il faut qu'on soit un peu plus sérieux. C'est comme si on dit, on ne peut rien faire, il faut aller à la révision. Et le chef d'État a dit non. Les deux options sont possibles. Moi, je pense qu'on ne doit pas toucher à la Constitution. Mais là, il y en a qui veulent toucher parce qu'ils ont telle ambition. Voilà, moi je dis, ok, voilà ce qu'on devait faire. Mais s'ils touchent, moi j'accepte. Voilà la position du chef d'État, qui est une position un peu ouverte, mais qui montre tout le malaise, hein, au sein de la majorité présidentielle. Et c'est là que moi je déplore. Donc pour moi, on peut réviser la Constitution quand on veut, pour régler un problème. Mais faire 2 mois de débat pour réviser un article transitoire, un article qui finit ses effets en 2026. L'article 153 finit ses effets en 2026. C'est un article de disposition pour baliser le chemin de 2026. Et on a commencé à l'appliquer depuis 2020. Puisque les élus communaux de 2020 restent en l'état, restent en place en 2026. Donc, depuis 2020, nous appliquons déjà l'article 153. La Cour constitutionnelle l'a déjà jugé. Donc, c'est en cours. Alors, vouloir l'amender
opportunément, c'est ça qu'on appelle révision opportuniste. Dans le cas d'espèce, c'est pas parce que ça a profité à quelqu'un. C'est-à-dire que des gens ont analysé et ça les arrange, on dit on va aller. Donc on laisse ce que la Cour constitutionnelle a dit et on veut toucher à un article. Ils estiment que ça va beaucoup mieux régler le problème. Ils se mettent à la place de la Cour constitutionnelle. C'est pas leur rôle. Alors lorsque je m'en tiens à vos propos de tout à l'heure, Paul Marouissou, vous estimez que la Constitution de 90 comporte des imperfections, tout comme celle de 2019. Alors, nous sommes dans un régime présidentiel. Selon vous, dans un régime présidentiel, est-ce la présidentielle qui s'effectue avant les élections législatives et communales ou les législatives qui s'effectuent après? Je crois que Agapite a bien exprimé la chose que certains veulent que la révision profite à ce qu'ils pensent. Parce que moi, écoutez, le régime présidentiel, d'abord, quand vous lisez leur proposition de révision, c'est qu'ils mettent le président, ils ont même dit la préséance de la fonction de la présidence de la République sur toutes les autres institutions. C'est terrible que des gens qui ont fait des études, je ne sais pas si ceux qui ont rédigé cela ont fait des études universitaires, donc du point de vue de la Constitution, et pensent que le pouvoir exécutif est au-dessus des autres dans une démocratie. Et surtout dans un régime présidentiel, parce que le régime présidentiel a été inventé par les Américains, hein, ce n'est pas un régime qui vient de nulle part, ça a été inventé par les Américains. Mais au cœur du système américain, donc de régime présidentiel, se trouve ce qu'on appelle le check and balance system. Cela suppose quoi? Que chaque institution joue son rôle de sorte qu'aucune institution ne prenne l'ascendance sur les autres. Si le Parlement, prenons le cas sénégalais, vous allez voir, vous voyez à peu près ce qui se passe. L'exécutif présuppose qu'il y a problème entre le Parlement et le Conseil constitutionnel, et donc elle prend une décision qui va au-delà de la Constitution. Le Conseil constitutionnel dit maintenant non. Nous ne voulons pas que cela se passe comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça parce qu'il faut rester dans le cadre de la Constitution. Et je crois que l'explication d'Agapite que je partage parfaitement, c'est-à-dire respecter la loi telle qu'elle a été écrite, elle est importante. Parce que la révision qu'il propose, non seulement va dans le sens de leur pensée qui est de sortir. Parce qu'ils disent que si on aligne les élections de sorte que les législatives passent d'abord, ça va changer la nature du régime présidentiel. Je ne sais pas quel changement ça apporte à la nature du régime présidentiel. Mais, et ils proposent quelque chose qui, maintenant, change complètement la nature du régime présidentiel. Puisque, pour eux, le président, c'est lui qui doit élire ses députés. Vous voyez à peu près, donc il doit avoir un certain contrôle sur les députés. Pour avoir peut-être sa majorité confortable pour lui diriger. Oui, mais le président n'a pas sa majorité, le peuple élit une majorité. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on veut arracher, c'est ce que j'ai dit moi tout le temps. C'est que toutes les élections, où toute la classe politique qui soutient le président de la République a tendance à tout moment à chercher à décharger le peuple du choix et de son droit. Donc, moi, je ne sais pas. Il faut laisser la liberté au peuple. Donc, selon vous, dans un régime présidentiel, il n'y a pas un ordre précédent pour les élections? Il n'y a aucun ordre. Regardez, les Américains font toutes les élections. Gouverneurs, sénateurs, parlementaires, présidentielles. Le même jour. Tout le même jour. Ça n'a jamais rien changé au régime qu'ils ont. Ils ont encore le régime le plus présidentiel et le plus démocratique au monde jusque-là. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi certains s'acharnent à ordonner le président précédent et maintenant les autres doivent être en bas du président de choses-là. Mais ça se comprend, hein, parce que vous voyez, si vous avez écouté le président de la République, et c'est un peu ça qui transparaît aussi dans sa conférence de presse, si vous l'avez écouté, il a donné une conférence de presse suite à à l'an 1 au pouvoir. Et pour lui, c'était clair que les autres institutions disons, accompagne le président de la République. Donc, la préséance de la présidence de la République, déjà, est perceptible dans deux conférences de presse qu'il a données, les deux conférences de presse qu'il a données, premier en 1, en 2. Si vous les écoutez bien, vous verrez la préséance de la présidence de la République. Et dans sa conférence de presse, il a encore un peu exprimé cette perception des choses où ce que dit la Constitution, c'est ce que lui pense.
Et moi, je ne pense pas que ce que dit la Constitution, c'est ce que le président de la République pense. Non, la Constitution est impersonnelle et doit gouverner nos vies de façon impersonnelle, dans le temps et dans l'espace. De sorte que personne ne peut dire, c'est ce que moi j'ai dit qui est dans la Constitution. Sinon, je sais pas, Hanzo Glele, on va dire que c'est la Constitution d'Hanzo Glele que nous avons nous avons eu en 1990. Oui. Agapi Naplement Foïka, selon vous, quel est l'ordre des élections dans un régime présidentiel? Écoutez, moi, je pense déjà que il y a une préséance. Elle est déjà établie dans la Constitution. Le président de la République a préséance sur tous, puisque le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement. Quand on dit ça... Chef, ce sont les amis? Non, laissons ça d'abord. Quand on dit chef de l'État, ouais, on a la République, qui est la forme que nous donnons à l'État, à la gestion de l'État. Mais l'État est le premier niveau. Un territoire, une population et une autorité. Lui est le chef de cet État-là. C'est à l'intérêt de l'État maintenant, on a défini des logiques. Nous avons décidé d'être en République. La République suppose un certain nombre d'organisations institutionnelles. Donc, il est le chef de l'État, il est le président de la République, donc il dirige l'État, il dirige la structure, la forme à laquelle la forme qu'on a donnée, et il est maintenant au sein maintenant du pouvoir exécutif. Donc, il a suprématie naturellement sur toutes les autres décisions. Mais par contre, le chef de balance dont parle mon vis-à-vis est établi dans nos institutions. Autant il est le chef de l'État, garant de ci, garant de ça, mais il ne contrôle pas et il ne dirige pas. Il y a eu des choses, de toute façon, c'est peut-être pas cette séance ou cette émission, mais les erreurs du constituant, c'est de mettre le président au cœur de beaucoup de choses dans notre constitution. Il nomme pratiquement la moitié des membres de la Cour constitutionnelle, 3 sur 4, alors que, et 3 sur 7, et il se pourrait que, quand il est majoritaire au Parlement, sa majorité nomme le reste. Ça veut dire quoi? On déstabilise déjà l'équilibre. Il nomme le tiers des membres de la Cour constitutionnelle, de la HAC. Il nomme le président de la Cour suprême. Il nomme si. Alors, en faisant tout ça, on a fabriqué un monarque à la place. Donc, l'autre a parlé du présidentialisme négro-africain. Parce que tout simplement, on n'est plus dans un présidentialisme, c'est un monarque carrément qui, malgré le fait qu'il y ait ce système d'élimination, enfin d'équilibre, le président de la République apparaît suprême sur les autres. Quand vous êtes à la HAC, on dit que c'est une décision, par exemple, de contre-pouvoir. C'était ça qu'on a dit en 90. Mais comment vous êtes contre-pouvoir, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Vous ne pouvez pas faire. Comment vous êtes contre le pouvoir si c'est le pouvoir qui met les moyens à votre disposition? Donc, ça c'était la petite digression. C'est dire qu'il y a un équilibre qui aurait dû être établi, qui n'est pas établi, et qui crée, au-delà de la norme protocolaire, où le chef d'État a suprématie sur les autres, crée une norme carrément opérationnelle, où le président de la République a la haute main, parce qu'il peut te donner les moyens, il peut ne pas te donner les moyens, il peut actionner l'action publique par les impôts, il peut l'actionner par la justice, il peut l'actionner par ci. Donc, il a la haute main sur tout. Et ça, je pense que le constituant de 90 devrait pouvoir se poser cette question. Et d'après les États-Unis, oui, mais les États-Unis, ils ont un système d'équilibre, on aurait dû. Ça, c'est là. Maintenant, quand on vient un peu à l'élection générale, on aurait dû également faire comme les Américains le font. Le fait d'établir une hiérarchie entre les élections, l'une passe avant l'autre, on a établi une hiérarchie de fait. Et ça fait que ça explique, disons, l'amalgame que les gens font. En régime présidentiel, on n'a pas besoin, le président de la République n'a pas besoin d'une majorité au Parlement. C'est pas la même chose que la 5e République française que beaucoup ont copié. En faisant quoi? Il faut d'abord gagner l'élection présidentielle et après vous organisez les élections législatives. Parce que on doit savoir qui est le président de la République. Et vous allez voir que dans la logique de la 5e République reprise par François et par Charles de Gaulle en 1961, vous allez voir que on fait d'abord la présidentielle 7 ans. Et après, aussitôt 2 mois après, on fait les élections législatives. Alors, ça a marché de 61 à 86, à 81. 81, Mitterrand arrive au pouvoir. 5 ans après, comme le Parlement a un mandat de 5 ans, en 86, il organise les élections. Et il perd la majorité. Alors toute la classe politique, tous les grands tenants, il va faire quoi? Le peuple l'a désavoué, il doit démissionner. Il dit non, pas d'amalgame entre les élections législatives et les élections présidentielles. Moi, je suis élu pour 7 ans. Eux, ils étaient pour 5 ans. Le peuple a renouvelé son Parlement. On va donner la majorité. Or, en donnant la majorité à l'opposition, le régime, l'architecture et le fonctionnement de la 5e République a été dévoyé. Donc, c'est pour dire quoi? Il y a des socles sur lesquels la République est fondée. Et en organisant les élections, tel qu'on a dit, élections générales tous les 5 ans, et on met les législatives avant la présidentielle, on a créé
un déséquilibre déjà en faveur, un déséquilibre en défaveur donc du président de la République. On met le président de la République devant, on crée une hiérarchie qui n'est pas acceptable. Donc, le président de la République, du point de vue analyse politique, oui, politiquement fermé, oui, pas en droit. Je suis là maintenant en toute politique. C'est normal que le président de la République passe avant les autres. C'est lui la tête. C'est logique. Moi, là, je dis, je suis pas en droit, je suis en politique. C'est logique qu'il passe et qu'il voit venir les autres. C'est logique qu'il passe et qu'il fasse son jeu politique pour avoir son parlement. Ça, c'est ça que les gens essaient d'expliquer. Mais comme on nous embrouille entre le fait politique et le fait juridique, on ne sépare pas les deux. Dans le cas d'espèce, les gens sont dans la logique politique. Si on devait faire toutes les élections ensemble, en 2026, personne ne demanderait qui allait parrainer qui. Puis tout le monde, ceux qui doivent parrainer, c'est ceux. La logique voudrait que ceux qui parrainent sont ceux qui sont là, actuels, quand on a établi le parrainage, parce qu'on n'a pas dit formellement que c'est ceux qui vont venir qui parraineraient. Or, en établissant cet écart, on a créé une situation de un vide au niveau des maires qui doit être installé entre le 1er et le 15 février. Et donc, alors que le 5 février, les dossiers sont clos, et c'est cette situation que la Cour a dit de régler. Si on avait mis les élections au même niveau, ou le même jour, on élit les trois élections locales et communales, élections législatives, élections présidentielles, si on avait fait ça, le parrain du président aurait été ceux qui sont là. Il n'y aurait pas eu de débat. Donc c'est vous. Vous souhaitez que tout se fasse le même jour? Pour moi, il faudrait que nous disciplinions. Et se discipliner voudrait que nous nous préparions à être vraiment logiques et dans une perspective plus durable. C'est-à-dire qu'on aurait pu se préparer, on devrait faire le tout ensemble. Il n'y aura aucune distorsion, il n'y aura aucun problème. Il suffit simplement de le faire ainsi. Et lorsque il y aura les aménagements nécessaires. Moi, je suis l'expert électoral. Nous, on peut. Moi, je suis là, je peux vous tenir une conférence 1 heure ou 2 heures sur cette question sans fléchir. C'est dire que, est-ce qu'on a eu recours à tous ceux qui sont des sachants en la matière? Il est dommage que chez nous, au Bénin ou en Afrique peut-être, que les hommes politiques pensent qu'ils sont la science infuse. Et ils sont généralistes, ils sont comptables, ils sont chargés de communication, ils sont spécialistes en politique, ils sont docteurs en droit, ils sont tout à la fois. Et donc, du coup, ils font des choses et après on revient pour demander à l'autre de venir leur expliquer ce qu'eux ils ont fait. C'est ça un peu le dommage, sinon pour moi, ce débat d'aujourd'hui n'aurait pas raison de... Parce que les élections devant se faire le même jour, on aurait pris toutes les dispositions à cet effet. Aujourd'hui, ceux qui veulent que l'élection présidentielle passe avant, ils ont raison. Parce que politiquement, ça permet au chef d'État de tenir les autres. Une fois lui élu. Ça s'est passé en 2011. J'étais dans le siège. Et ouais, le hasard de calendrier. Puisque le mandat présidentiel, c'est 5 ans. Le mandat de parlementaire, c'est 4 ans. De 91 à 2011, ça fait 20 ans. Il y a eu jonction des élections. On a fait l'élection présidentielle en mars 2011 et les élections législatives en avril. On a vu une fois Yahi élu sur la base de la lépi un peu problématique là, avec tout ce qu'il y a comme tension. Une fois son élection terminée, ça s'est calmé. Parce que, donc, dès que on sait bon, c'est lui qui est élu, Mbodji a disparu, l'UN s'est réformé et il y a eu les élections législatives où la majorité de Boni Yahi a gagné ces législatives-là. C'est pour dire que politiquement, on peut les comprendre, mais il ne faut pas qu'on nous dise que c'est le droit qui est comme ça. Il faut clairement qu'on ne sépare les deux. Vous avez réagi tout à l'heure. Mais je voudrais dire que même politiquement, ce n'est pas vrai. Parce que dire... Tout est possible politiquement. Oui, tout est... Voilà, donc tout est possible suppose que ce n'est qu'une option politique. Oui. Et justement, c'est que c'est cette option que eux ils veulent figer dans la loi. Et c'est ce que moi je dis, ce n'est pas normal. Il ne faut pas figer une option dans la loi, il faut laisser libre cours au peuple de décider. Là, j'espère que nous sommes d'accord en ce moment sur la question du peuple. Donc il faut laisser, voilà, il faut laisser le choix au peuple à chaque instant de décider. Sinon, vous voyez, certains ont tendance, et plus vous leur donnez la possibilité de faire ça, plus ils rognent l'espace, et finalement on se retrouvera dans un régime qui n'a vraiment plus rien du tout à faire avec le régime présidentiel et démocratique que nous avons, qui a été l'objet donc de la constitution issue de la conférence nationale. Ce qui est important à retenir. Oui. C'est vrai, on a mis dans
la Constitution, chef de l'État, chef de gouvernement, chef. Et moi, je crois, voilà, les tares qu'il faut nettoyer de la Constitution de 90. Les chefs là ne sont pas nécessaires. Mais seulement, il a dit que le chef de l'État peut priver une institution de ressources, de moyens. Eh bien, écoutez, si vous le faites, c'est que vous tombez dans presque une parjure et on doit vous juger. Pourquoi? Simplement parce que les moyens que l'exécutif a ne sont pas ses moyens à lui. Les moyens, c'est d'abord les députés qui votent le budget. C'est eux qui disent, voici l'argent que l'exécutif fait préparer le budget et tout, n'a aucune valeur tant que le Parlement n'a pas dit, c'est voilà le budget que nous devons avoir. Donc le Parlement, c'est le Parlement qui donne le budget à la nation et c'est l'exécutif qui exécute le budget. Et donc l'exécutif, et il l'a dit parce que il y a eu des cas dans le passé où l'exécutif prive des institutions de ressources. C'était des actes que je pense, l'histoire, on reviendra là-dessus dans l'histoire, et on doit juger les chefs d'exécutif qui ont fait des choses comme ça dans l'histoire de notre pays, parce que aucune institution ne peut se prévaloir de sa position pour priver l'autre de ses moyens. Et le faire, vous voyez, par exemple, on va donner encore un exemple américain. Le simple fait que Donald Trump ait appelé un responsable des électeurs dans la Géorgie, voyez tout ce que ça lui coûte aujourd'hui. Vous voyez? Donc, il faut que nous sachions, ceux qui prennent la présidence de la République, parce que c'est en fait ça, c'est successivement, de Soglo, parce que nous on était encore au campus, je sais que les Agapites, Toko partaient juste quand on arrivait, et quand nous on était au campus sous Soglo, c'était, le problème c'était le volume que voulaient prendre l'exécutif par rapport aux autres. Et les autres, heureusement, en ce temps-là, s'étaient opposés fortement à cela. Les Mbwedi, les Pognon, les Théodore, enfin, le professeur Tevoidjere se sont opposés fortement à cette velléité du chef de l'exécutif de prendre du volume par rapport aux autres. Mais sous Kérékou, il y a eu ce changement où le Parlement était un peu en faveur donc de l'exécutif, et les choses ont commencé à changer, où l'exécutif a commencé à prendre du volume par rapport aux autres, et ça s'est accentué sous Yahi, et maintenant on est vraiment dans la totale maintenant. Et donc moi je voudrais qu'on le comprenne. Dans le régime présidentiel, les institutions s'équivalent, et aucune institution ne peut avoir une action négative sur l'autre. Si vous le faites, chef de cette institution, vous devez être tenu responsable et jugé. Bon, on a dit ici, la cour, comment ça s'appelle maintenant, la cour, la haute cour de justice, ne fonctionne pas. Mais vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que c'est les politiques qui nomment les juges dans cette cour. Et ça pose des problèmes. C'est un blocage. Et donc, les politiques peuvent se permettre tout. Et vous savez, même un régime comme ça, Agapit peut me démentir si je mens, un régime tel que nous l'avons aujourd'hui n'existe même pas dans le passé du Bénin. Le passé des royaumes que nous avons connus au Bénin. Il n'y a pas un président qui peut, à lui tout seul, soumettre tout le monde. Ça n'existe pas. Le monarque. Oui, même le monarque dans nos royaumes avait des gens. Oui, mais non, mais les taïnos, quand les taïnos disent oui, ça ne peut pas passer, le monarque ne peut rien. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas un taïno. Il n'y a rien devant lui. Il n'y a rien, c'est extraordinaire le régime que nous avons fini par installer sur le dos donc de la Constitution, le dos de la Constitution que nous avons, qui est clair sur ce que tous les pouvoirs sont ce qui au va. Parlement aujourd'hui, puisque bien que la mouvance présidentielle soit soudée derrière ce projet de révision constitutionnelle, les démocrates disent non. Oui, mais c'est parce que les démocrates sont arrivés maintenant que le jeu s'équilibre un peu, n'est-ce pas? Sinon, on avait un Parlement où rien ne bloquait personne. Si les démocrates n'avaient même pas ce nombre-là, on n'aurait même pas eu le débat qu'on a eu. Si les démocrates n'avaient pas le nombre qu'ils ont eu, suite aux élections de 2023, on n'aurait pas le débat que nous avons eu. Et c'est ça les dangers. En fait, le problème, c'est quoi? Le pouvoir qu'on donne à l'exécutif, ou au législatif, ou au judiciaire, c'est trop énorme.
c'est trop énorme. Et tout ce que toutes les nations démocratiques cherchent à faire, c'est de trouver les moyens de parer les excès de pouvoir qu'on pouvait constater dans le temps. Mais chez nous ici, c'est qu'on a comme l'impression que plus on évolue, plus les excès deviennent des normes. Et moi, je pense qu'il faut que notre nation, et c'est pour cela que je dis qu'il faut laisser cette question de révision de la Constitution pour le moment et de passer simplement au nettoyage du code électoral pour nous permettre d'aller de l'avant. Et après, nous allons nous asseoir plus tranquillement parce que, justement, vous savez, le régime que nous avons eu depuis 2016 ne donne pas suffisamment d'espace, de liberté, de discussion. Heureusement que nous l'avons maintenant en fin de mandat, nous commençons à avoir un peu de discussion. Mais ce n'est pas encore suffisant pour qu'il y ait des débats qui nous permettent vraiment de faire les nettoyages nécessaires qu'il faut pour notre Constitution. Agapit Nablement Fréquent, bien qu'il soit inscrit à l'ordre de la session extraordinaire prévue pour le 21 prochain, est-ce que selon vous, ce projet a des espoirs de passer? Oui, je vais revenir, mais je vais quand même insister sur... Non, le constituant... Là où je suis d'accord avec Dr. Parouissou, c'est que en 90, on n'a pas suffisamment réfléchi aux incidences. On venait de quitter le PRPB, mais on ne voudrait pas un système... N'oubliez pas que 86 est passé par là avec la cohabitation. Et donc, on ne voudrait pas avoir un régime instable. Parce qu'on se connaît, les majorités, si on doit les constituer, comme chez nous là, si on veut faire des majorités aujourd'hui, si demain le gars n'a pas son... Ouais, en Israël, les élections se font régulièrement, en Italie, l'instabilité, parce que justement, lorsque vous avez un système comme axé sur le parlementarisme, vous avez que c'est la majorité au Parlement qui détermine l'action du gouvernement, la stabilité du gouvernement, et des jeux, des enjeux font que ça peut être instable. Donc du coup, ils ont bien fait de penser à un présidentialisme. Par contre, on aurait dû dire que 25 années après, on devrait analyser, revoir, et au regard maintenant de l'histoire de l'évolution, on devrait pouvoir avancer. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que depuis 90, on a mis le système en place. Mais à l'usage, on devrait analyser les limites. On n'a pas analysé les limites. Moi, je continue de le dire, je l'ai toujours dit. Moi, je me rappelle, j'étais président de l'Union des journalistes après privée du Bénin en 90 et en 2000. Donc, seulement 10 ans d'application. Nous avons sorti une petite plaquette en disant 10 années d'application de la Constitution, éléments de correction. C'est le projet Gounou. Il est maintenant vice-président de la Commission des lois. Le Charles Yaoui Djirekpo, qui était monsieur élection à un moment donné, et moi, et le docteur Mokotan, personne âme, sont venus nous instruire. Déjà, nous avons vu les limites de cette Constitution et les arrangements qui auraient pu. Mais on peut dire 10 ans, c'est trop tôt. Mais 20-25 ans, on doit analyser. Si on continue, Patrice Talon, avant de venir au pouvoir, a vu les limites, les a livrés, les a analysés, a rendu ça public. Beaucoup l'utilisent bien des extraits de manière triviale pour le peindre dans un autre. Non, Patrice Talon était l'homme idéal pour changer la chose. Parce que lui, il est allé dans ça. Parce que Kérékou était venu pour maintenir la stabilité en disant que cette constitution était contre lui et lui ne toucherait à rien. Boni Yaya est arrivé, lui voulait tout changer, mais il voulait rester populaire. Donc, du tout, dans son idéal populiste, il n'a pas pu changer les choses, alors qu'il avait vraiment une volonté qui était là. Mais il y a sa personnalité. Qui crée un contraste. Voilà, qui fait que. Mais bon, Patrick Talon est arrivé avec une volonté et a pas de charge. Pourquoi les gens trouvent que sur lui, il n'y a rien de dramatique. Sur lui, c'est que lui, il capitalise tout ce qu'on a connu. Et il dit, mais on doit changer sinon. Les gens disent non, notre constitution, le peuple, sa constitution collée à sa peau, on peut toucher à rien. Est-ce qu'il viole la constitution aujourd'hui? Il applique la même constitution, il a dit que, c'est dire quoi? On a besoin de rééquilibrer les pouvoirs. Et il l'a dit. Patrice Talon a une lecture de la nomination des membres du Cour constitutionnel qui n'est pas ce qui est là aujourd'hui. De la nomination des membres de la HAC qui n'est pas ce qui est là aujourd'hui. Mais les gens disent non, jamais, on ne touche pas. Bon, ok, il dit d'accord, je vais appliquer. Et il applique. Il faut qu'on sache ce que nous voulons. Je suis d'accord avec lui qu'on doit rêver. Pour moi, il ne s'agit pas même de réviser cette constitution, il s'agit de la changer. Radicalement. On garde le système, la République, mais on change beaucoup. C'est pas pour qu'on aille au troisième mandat. En tant que troisième mandat, on peut demander au peuple lui-même s'il veut ou pas. Par exemple, pas l'enfant, non. Moi, il y a des États, des pays où les gens ont des mandats infinis et rien de mauvais ne se passe. Moi, je n'ai pas de position dogmatique. Donc, c'est pour dire déjà que le verre est déjà dans le feu. Maintenant, par rapport à la révision de la Constitution, le débat réel, c'est où? Le débat, c'est le parrainage. Le débat, c'est le parrainage. Et Patrice Talon l'a dit. Il dit, pour moi,
On n'a pas besoin de toucher à la Constitution. Bon, il a dit que c'est la députée de 2026. Non, c'est écrit nulle part. Et la Cour constitutionnelle a dit que c'est celle de 2023. C'est dans la décision. Donc, là, je ne partage pas tout ça. Mais il dit selon l'esprit de la réforme. Oui, c'est ce qu'on disait. La réforme, ce n'est pas, quand la lettre est claire, quand la lettre est claire, il a pris l'esprit. Ouais. Bon, donc, mais ça, c'est sa parole à lui, et que je respecte beaucoup. Mais ce n'est pas moi ma lecture. C'est pas moi ma lecture. Comme je le dis, avec beaucoup d'humilité. Donc, ce n'est pas ma lecture. Pourquoi? Parce que, même en dehors de la décision de la Cour constitutionnelle, les réformes sont faites par un ensemble. Et si on avait mis les élections ensemble, comme je l'ai dit, personne n'aurait pensé à ceux qui vont être élus d'abord pour parrainer le président de la République. Donc pour moi, c'est ce qu'aujourd'hui, 2020-2023. C'est une logique. On parle de légitimité. Quelle légitimité? Parrainer, c'est parrainer. Un élu, c'est de la première seconde à la dernière. Quand on dit que c'est lui qui parraine, donc 5 ans après, les autres seront dans les mêmes conditions, parraineront. 5 ans après, les autres seront dans les mêmes conditions. Donc, tout le monde parrainera. Il n'y a pas de souci, selon son temps. Donc, pour moi, je n'ai pas de position bloquée là-dessus. Par contre, le vrai débat, là, c'est là. Les gens veulent parrainer. Et ne soyez pas surpris parce que je réponds à votre question en même temps. Est-ce que ça peut passer? Ça peut passer. Ça peut bien passer si on laisse le jeu libre. Si les démocrates n'exigent pas d'avoir des procurations. Parce que là, c'est aussi antidémocratique. On l'a utilisé en 2007, où on prend des procurations de ces gens. On l'a utilisé en 2015, lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale. On prend le monsieur est là, on l'exige. Normalement, tout élu à qui on a exigé une procuration devrait se plaindre. Parce que ça, c'est une entrave à la liberté de vote. Il est élu de la nation. On ne peut pas le soupçonner au point de lui dire « donne-moi ta procuration ». Sinon, mais politiquement, les gens demandent et ils donnent. Si on va aux élections, je dis, avec toutes les limites de l'analyste, mais je dis, si on va aux élections au secret, le test va passer. Je ne sais pas si ça passera à la Cour constitutionnelle. Comme je le dis toujours, moi, je pense que la... Mais il y a encore des institutions, c'est de la mouvance même. Pour moi, je pense qu'il y a l'article 153 qui est frappé de l'autorité de la chose jugée, mais je ne sais pas ce que la Cour dira. Sinon, pour moi, l'article 153 n'est pas susceptible de révision. Mais, au vote là, je pense que ça va passer si on ne prend pas procuration chez les autres, chez les démocrates. Eux aussi veulent aussi parrainer. Ils veulent parrainer. La majorité, ils veulent tous parrainer. Ceux qui sont là, et c'est légitime, c'est logique, c'est humain, c'est normal. Et donc, moi, je pense que la chance du processus, c'est parce que c'est eux qui votent et ils veulent parrainer. Donc, ça peut passer si on laisse le jeu ouvert. Maintenant, est-ce que ça passera à la Cour constitutionnelle? Moi, je suis curieux parce que je suis analyste. Je travaille sur les décisions de la Cour constitutionnelle pour moi-même, pour mon plaisir. Et donc, j'analyserai les visas, j'analyserai les décisions et j'aviserai moi-même, comme on le dit. Voilà. Bon, moi, je voudrais dire qu'il faut porter de gants pour dire ce que Agapit dit, parce que De Gaulle, lui, il compte les 81 ou 3 députés de la mouvance comme tous faisant bloc derrière la révision. Mais je crois que vous avez reçu des gens ici qui ont dit qu'on n'a pas besoin de réviser la Constitution, et ce sont des gens de la mouvance. Donc, là, vos états secrets, vraiment que c'est eux qui ont voté. Oui, mais le président, qui plus est, a dit que chaque député n'a qu'à prendre ses responsabilités. Et donc, les députés de la mouvance aujourd'hui sont fondés à prendre leurs responsabilités, eux aussi, parce que quand Agapit parle des députés de la mouvance, et avec la question de ce, comment on appelle, la question de procuration qu'on peut prendre chez eux, mais justement, c'est que la même chose s'applique aux députés de la mouvance, où on ne doit aller prendre procuration chez personne, justement, si on le veut, et qu'on laisse le jeu libre, et que chacun agisse dans son âme et conscience, et vous verrez que ça là ne passera jamais. Cette révision qui est proposée ne passera jamais. S'il n'y a pas procuration, ça passera. S'il n'y a pas procuration chez les démocrates. Non. Des deux côtés. Bon, voilà. Parce que les démocrates ont pris position contre. Mais la majorité n'a pas pris position contre. Non, il y a bien des députés qui ont exprimé. Oh là là, oui. Qui ont exprimé leur position. Voyez-le dans l'isoloir, seuls face à leur conscience, ils veulent. Non, en ce moment, ils veulent parrainer, ils prendront. Ils voteront pour. Ah non. Est-ce que s'ils veulent, parce qu'on veut parrainer qu'on doit accepter cette révision de la Constitution? C'est un acte politique.
et un acte politique. La Cour, déjà, je vous ai déjà donné ma lecture de la question de la Cour. Je vous ai déjà dit tout ce que je pense. Pour moi, je suis curieux de voir comment la Cour va traiter ce dossier. D'abord, réviser la Constitution sans déjà corriger d'abord le code électoral, c'est contourner une décision de la Cour constitutionnelle. J'ai déjà dit au début. Oui. Mais nous parlons maintenant de la révision elle-même. Sinon, la révision, c'est leur acte. Ils sont libres de réviser quand ils veulent, si les conditions sont remplies. Mais moi, comme je vous ai déjà dit au début, et comme vous me relancez, pour moi, ils devraient corriger le code électoral, exactement comme la Cour a dit. Régler la question de la légalité avec les maires, et puis corriger l'article 49, et la question donc de la reprise des élections au niveau. Pour moi, c'est d'abord ça. Ils devraient faire avant de penser à une révision. Mais comme ils vont, c'est eux qui parlent, donc, pour moi, s'ils y vont, si chaque député est laissé libre, ils voteront pour inverser l'ordre et donc pour être en mesure de parrainer. Ils le feront. Parce qu'ils voudraient tous voter. Oui, mais si on les bloque, si on leur prend des procurations, peut-être ça peut tout changer. Maintenant, s'ils finissent là, il faut bien que ça passe le contrôle de constitutionnalité. Moi, ma curiosité n'est pas au Parlement. Parce que s'ils rejettent, ce serait l'ordre normal des choses. Je pense qu'ils voteront. Mais s'ils votent, moi, je veux savoir au niveau de la frontière, quand vous prenez un produit prohibé, là n'est pas mon problème. C'est quand ça va passer l'aéroport. C'est quand ça va passer la douane. C'est quand ça va passer la frontière. La frontière, pour moi, c'est la Cour constitutionnelle. Et j'attends de voir ce que la Cour dira. J'aviserai en tant que citoyen et en tant qu'analyste. Moi, je vais le faire. Donc, du coup, ce débat va s'enrichir, justement, au regard de ce que la Cour dira par rapport à la révision, à mon avis, en griffe opportuniste de l'article 53 de la Constitution. Moi, je voudrais appuyer ce qu'il dit en disant que il est important que chaque député prenne conscience que la question qui leur est posée, ce n'est pas la question de révision de la Constitution. Ça, c'est d'abord un. Et donc, chacun n'a qu'à s'occuper de ce qu'on lui demande de faire. Pour l'instant, et regardez la Constitution, la Constitution que nous avons a tellement de problèmes. Et regardez le poste de vice-président. Vous voyez, on l'a dit, on dit, le poste de vice-président pose tellement de problèmes dans la Constitution actuelle. Ah bon? Pourquoi? Oui, première chose. Le vice-président de la République, peut revenir autant au président Yahi dans le temps qu'au président Talon dans le temps. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui. Non, ça c'est les interprétations. Ah oui, mais écoutez. Mais il faut peut-être quelqu'un peut. La loi n'a pas dit. C'est vrai. La loi n'a pas dit que vous devez, enfin, nul ne peut être des présidents deux fois, plus de deux fois de sa vie. Oui. Mais n'a pas dit vice-président. Non, le vice-président a vocation, à être président de la République. Non, à tout moment. Dans notre constitution, si, mais c'est pour ça qu'on a créé ce poste opportunément. Pour que nous fassions. Oui. Lorsqu'on reste dans votre logique, lorsque vous dites que le vice-président est appelé à être président de la République, et lorsqu'on suit un peu la chronologie, on voit que le président de l'Assemblée nationale devient troisième personnalité de la République. Est-ce qu'un ancien président peut également être encore député lorsqu'on sait qu'un député peut être président de l'Assemblée nationale? Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas. Parce que lorsque le président de l'Assemblée nationale. Attendez, vous voyez, comme je vous l'ai dit, la cohabitation n'a pas été prévue. Mais après, quand c'est arrivé, c'est géré. Par contre, ce qui est prévu, c'est que le vice-président de la République, lui, remplace le président de la République en cas de vacances définitives de pouvoir. Ça, c'est clair au moins. Le poste est créé pour ça. Donc, dès lors, on ne peut pas dissocier le candidat vice-président des conditions pour être président de la République. Ça, c'est ma lecture. On peut, comme je dis toujours, il n'y a pas une position bloquée en la matière, mais c'est comme ça, moi, je pense. Donc, pour moi, le vice-président ne peut pas... Patrice Talon, après ces 2 mandats, ne peut plus être vice-président de la République. Boni Yahi ne peut plus être vice-président de la République. Celui qui a été 2 fois président de la République ne peut plus être vice-président de la République. Parce qu'ils ont vocation à devenir président une 3e fois. Il peut être député. Il peut être même président de l'Assemblée nationale, à mon avis, parce que le président de l'Assemblée nationale n'a pas vocation directe. Avec des sillons, on peut tout. Avec des extraordinaires, on peut tout bâtir. On ne va pas créer de l'extraordinaire partout. Mais là où on peut prévoir, il faut déjà régler.
Ouais. La vie, on ne peut pas prévoir la vie. Non, mais justement, Voilà, justement, vous comprenez Agapito maintenant que sur Kokoïtan. cette question... Sur toute question, il y aura toujours des problèmes. Non, oui, mais il y a des possibilités de clarifier le test. Absolument. Là, On est d'accord. Donc, il faut clarifier le test à qu'on peut le faire. Et je crois que ça fait partie des choses qu'il faut faire pour que nous ne tombions pas. Parce que quand Agapi dit que, oui, vous savez, j'étais sous sa responsabilité en tant que dirigeant de presse, lorsque un président démissionne, l'autre démissionne, un candidat démissionne, l'autre démissionne, et c'est le troisième qui est venu pour faire chose là. Oui. Et ça, c'était pas prévu. Exactement. Il y a toujours des imprévus. Donc, d'où il faut clarifier le test pour nous permettre pour le futur. Et ça, moi, c'est les révisions que moi j'apprécie ça. Absolument. Clarifier les tests pour que dans le futur nous ne soyons pas. Il y a beaucoup de choses comme tu l'as dit. Il y a tellement de choses qui méritent d'être touchées dans notre constitution, qui méritent un temps libre et débarrassé de toute logique électoraliste. Et là, je suis d'accord qu'après 2026, qu'il y ait de grandes réflexions sur la Constitution. Paul Marie-Wessou, dites-nous, nous quittons Cotonou, nous allons à Dakar, nous allons au Sénégal. Comment appréciez-vous le déroulement des différents faits qui se produisent au Sénégal? L'Assemblée qui a adopté le report des élections, le Conseil constitutionnel qui est contre aujourd'hui. Que doit-il faire Macky Sall selon vous? Ben moi, j'aurais aimé entendre d'abord Agapito parler, puisqu'il est très institutionnaliste, de nous parler de cette crise institutionnelle créée de toutes pièces, vous voyez, par Macky Sall. Ok, j'aurais bien aimé l'entendre d'abord, mais quand cela ne tient... J'ai répondu, j'ai dit crise institutionnelle créée de toutes pièces. Donc il y a déjà un avis. Autant aller. C'est mon avis, donc je vais y aller. Non, c'est vrai, vous savez, moi, je l'avais dit, hein, quand les débats sur révision de la Constitution par révision, le président Talon est obligé de sortir plusieurs fois pour dire, moi, je ne veux pas troisième mandat, on peut supprimer ce débat de notre Constitution pour le futur, et c'est l'une des choses à réviser à venir. C'est comme je le dis, pour le faire simplement, enlever aux députés le pouvoir de réviser notre Constitution. Vous verrez qu'il y aura plus ce débat. Il y aura plus ce débat du tout, parce que tout le monde sait que c'est le peuple qui va, en dernier ressort, entériner toute révision ou pas. Parce que ce n'est pas le peuple qui prend l'initiative. Le régimiste, c'est encore pire que les CCA parlementaires. Non, je ne pense pas. C'est pas Cotonou, hein. Je ne pense pas. Donc maintenant, je voudrais dire que ce qui se passe au Sénégal est regrettable. Tellement regrettable, parce que vous savez, les autres s'asseyent de l'autre côté. Vous voyez, mon professeur m'a appelé, m'a écrit un long email pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec vous en Afrique là-bas? Et pourquoi tout le temps vous avez des problèmes de ce genre-là? J'étais sans mots pour lui répondre. Parce que, vous voyez, le même Macky Sall était allé s'asseoir en août à la CEDEAO pour dire à ceux qui ont fait le putsch au Mali, au Burkina et au Niger que ce n'est pas acceptable de faire des choses comme ça. Et vous vous rappelez quand le président Talon voulait donner une interview à la sortie donc, de cette rencontre-là, il était à côté, Macky Sall était à côté, tout de suite à côté quand on a donné le micro au président Talon. Et sortir de ces choses-là et aller prendre des positions comme ça qui met tout un peuple. Vous voyez, le problème est celui-ci. Tout le monde a déjà planifié la vie sociale, économique, politique et tout sur les élections de 2025. Et il légalement décidé qu'on va prolonger ça jusqu'en jusqu'en décembre de cette année. Vous voyez, vous prenez la vie de tout le monde et vous basculez ça comme ça dans un espace qui est inconnu de tout le monde. Et moi, je crois qu'il va falloir que les uns les autres, parce que nous parlons maintenant, et il y a des gens qui nous écoutent maintenant, qui ne sont pas encore au pouvoir et qui vont prendre le pouvoir demain. Et qui vont aller au pouvoir et qui vont commencer à agir et faire encore les mêmes choses, ok, ou faire les mêmes choses sous autre forme, parce que révision de la Constitution ou bien empêcher les conférences nationales d'avoir lieu pour pouvoir rester au pouvoir. Vous voyez, c'est les mêmes choses, mais on lui donne d'autres formes pour pouvoir continuer d'agir. Moi, je crois que les gens, l'Africain, doit simplement, et là, je suis d'accord avec Agapit totalement, être respectueux des lois, respectueux des institutions et respectueux des lois. Mais il faudrait
que les institutions, parce que en fait, aujourd'hui, on peut se poser la question. Celui qui agit, Macky Sall, est-il celui qui incarne l'institution État ou Macky Sall, personne indépendante de l'État? Donc, vous voyez, à peu près, on peut se demander cela, mais on ne peut pas donner une réponse claire à cela, parce qu'il incarne l'État quoi qu'il en soit, et d'agir comme ça. Donc, les institutions doivent savoir leurs limites. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure, n'est-ce pas? La limite, les pouvoirs ont des limites, et il faut reconnaître les limites, ces limites, et rester dans l'espace de ces limites et laisser les autres agir pour pouvoir aller de l'avant. Moi, je crois que c'est regrettable ce qui se passe au Sénégal, mais c'est regrettable, mais je crois que l'Africain peut dépasser cela. L'Africain peut dépasser cela. Rapide, votre commentaire sur l'actualité. Je pense qu'on est un peu d'accord. Moi, je veux, pour peindre cette histoire, je veux prendre un peu nos coûts constitutionnels. Vous voyez, depuis longtemps, je disais, ça dépendra de ce que dira la Cour. Mais pourquoi en 2024, on ne peut pas, un bon juriste, un analyste, un publiciste, ne peut pas dire ce que dira la Cour constitutionnelle? On devrait pouvoir, parce que c'est les mêmes textes de 90, ça va changer. On devrait pouvoir savoir, nous devons avoir une culture de positionnement de notre Cour constitutionnelle. Mais pendant ces 35 ans ou ces 34 ans, on est allé dans tous les sens avec nos cours constitutionnels. On est allé dans l'interprétation trop large. On est allé dans l'interprétation très restrictive. On est allé dans tout. On a créé une insécurité dans l'office du juge constitutionnel au point où on ne sait plus où il ira. C'est exactement notre démocratie en Afrique. C'est exactement le désordre qui est au Sénégal. C'est la même chose qui s'est passée à Lomé lorsque le président Yadema est décédé en février 2005, où on a bloqué le président de l'Assemblée nationale à Cotonou. On a réglé la question de la légitimation du pouvoir. On a donné le pouvoir au ministre de l'Énergie, qui se trouvait être le fils du président Yadema. Et donc, un président qui s'appelle, donc, il est devenu président de l'Assemblée nationale, donc, intérimaire du pouvoir, et après, donc, ouais, et aujourd'hui, il est encore là, au pouvoir. Mais là où moi, je deviens un peu plutôt, peut-être agaçant, ou bien les gens, c'est lorsque, quand je vois tout ça, je vois que les populations ne se plaignent pas. Parce que dans l'absolu, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Moi, je suis souverainiste. Je ne suis pas trop ouvert dans les histoires, parce que, je viens de le dire, quand Macky Sall s'est assis pour décider au nom contre le Niger. Et c'est assis pour décider. Mais ce qu'il fait là, c'est quoi? C'est un push. C'est un coup d'État constitutionnel, c'est un coup d'État civil. Il n'a aucun droit d'arrêter les élections. Et heureusement que le Conseil constitutionnel a tranché ce vendredi pour dire, le jeudi 15, avant-hier, pour dire que l'acte là, le décret qui reporte les élections est illégal, donc est non constitutionnel, et que la loi qui a créé la dérogation n'est pas constitutionnelle. Donc du coup, Macky Sall n'a pas de légitimité et n'est pas couvert par la loi après le 2 avril prochain. C'est à lui d'organiser. Bon, heureusement. Mais on dit que les juges sont corrompus. Lui n'est pas le juge en tant que chef de l'État. Donc, ce manque de discipline à l'interne de ceux qui vont aller s'asseoir parfois là-bas, à Abuja ou à Addis Abeba, pour décider, peut agacer une certaine intelligentsia. Et donc, sans faire l'apologie des coups d'État, on peut comprendre que la rhétorique de certains militaires qui prennent le pouvoir est de dire que les civils ne sont pas disciplinés. Et au Dahomey, moi qui ai connu l'histoire de Dahomey de 70 à 72, de 60 à 72, c'est la même chose. Les civils ne s'entendent pas, ils vont appeler les militaires. Il n'y a pas chez Chabla Yahibouni, qui a fait 10 ans au pouvoir, qui connaît quand même la toute puissance du pouvoir, d'en appeler aux forces armées, parce qu'il n'est pas d'accord avec celui qui est là, d'en appeler aux militaires. Vous voyez, donc c'est cette faiblesse de la classe politique qui crée le désordre. Et ce que Macky Sall fait dans une vieille démocratie comme sénégalaise, a de quoi perturber ceux qui pensent quand même qu'il y a des pays qui sont des pays qui ont des cultures démocratiques avérées. Je ne pense pas, et moi je salue la décision du Conseil constitutionnel sénégalais qui lui demande de revenir tranquillement en arrière. La question est de savoir aujourd'hui, on est aujourd'hui le 17, est-ce qu'il va abdiquer? Il y a 6 semaines de la fin de son pouvoir. Moi, je veux voir ce qui va se passer. Il n'est pas couvert par la légitimité. Et ça, c'est quand même grave, c'est dangereux, c'est inacceptable, c'est indécent. Et ce n'est pas ça qu'on appelle la démocratie. On a vu Macky Sall dans plusieurs manœuvres pour pouvoir essayer de rallonger son mandat, comme ce fut le cas de ce que nous déplorons ce matin. Mais selon vous, en tant qu'expert de la gouvernance, qu'est-ce qui amène la plupart de nos dirigeants à être dans de telles pratiques pour la plupart du temps? On a comme l'impression que
a la même expérience d'hier, se suscite le désespoir après Macky Sall hier. On a vu le discours qu'il tenait avant la prise de pouvoir. Aujourd'hui, voilà comment il se comporte. On a vu bien d'autres dirigeants également de la sous-région dans la même posture. Est-ce que quelque part, ce n'est pas nos pouvoirs qui ont peut-être... Mais là, vous me posez une question. Des structurations un peu, j'allais dire, opaques. Non, je vous pose une question qui m'envoie droit dans ma thèse. Pour moi, la variable qui fait problème s'appelle strongmanship. C'est ça qui est donc le thème utilisé dans ma thèse. Le strongmanship, c'est un phénomène qui est dans la nature humaine. Que ce soit, qu'il soit au pouvoir, qu'il ne soit pas au pouvoir, c'est le strongmanship, c'est l'homme fort. L'homme fort, ouais. L'homme fort. Vous vous rappelez dans les années 80, 90, même 2000, l'homme fort de ci, l'homme fort de ça. C'est comme ça qu'on appelait nos chefs d'État. L'homme fort du régime, c'est le peuple tout entier. C'est comme ça qu'on dirait. Ouais, voilà. L'homme fort du système, c'est le peuple tout entier. Donc voilà. Pour montrer que c'est le détenteur du pouvoir. C'est ça. L'homme fort, hein, cette variable, l'homme fort que j'ai défini avec 25 critères, hein, c'est ça qui fait que les gens tendent à toujours aller au-delà de ce mais c'est pas le système politique qui le permet. Non, le système peut être n'importe quoi. L'homme fort bouscule ça. Amener le système américain ici, l'homme fort va bousculer. D'ailleurs, l'homme fort a failli bousculer le système américain. Vous vous rappelez sous Trump, l'homme fort. Donc, ce n'est pas une théorie que pour l'Africain, c'est pour tout le monde. Et l'homme fort a failli bousculer le système américain et continue de défier le système américain en ce moment, en essayant d'aller aux élections, tout en ayant au dos près de 4 procès de grande envergure et en défiant les juges, en défiant tout le monde et en faisant cela. Ça, c'est l'homme fort. L'homme fort est donc cet être en nous, nature humaine, qui tend à toujours aller au-delà. Mais est-ce que nos systèmes politiques alors ne promeuvent pas des hommes forts? Oui, c'est que... Au lieu des institutions fortes. Ce n'est pas le système qui est en cause, c'est plutôt la culture qui est en cause. Ici. Donc nous sommes habitués aux royautés. Donc il faut pas tomber aussi dans cette interprétation-là, parce que la royauté est même plus organisée, plus limitée. Hein, je parle sous le contrôle d'Agapit que ce système d'hommes forts que nous avons là. La royauté a des principes ainsi. Si on dit au roi, ça vous ne devez pas le faire. Si vous le faites, il y aura la famine dans le village. Si vous le faites, c'est qu'il y a la famine dans le village. Ça fait que le roi ne peut pas tout faire. Le roi ne peut pas prendre n'importe quelle décision. Il a des limites. Mais le système que nous avons maintenant, c'est que, je dis, l'homme fort, le strongman est toujours en action et veut, disons, dépasser les limites. Et c'est un peu Kant qui a développé cette histoire de will to power. Will to power. La volonté de pouvoir. Et quand ça vous prend, quand ça prend l'homme ne regarde plus les textes, ne regarde plus rien, ne regarde plus. Et Wole Soyinka a développé ça dans plusieurs de ces pièces sur lesquelles je travaille. Et je voudrais, moi, dire que, en fait, les Africains ont à construire leur culture, à construire leurs institutions, à construire leur nation aujourd'hui. Et ça, il faut pas faire référence au passé pour dire oui, notre passé est ici. C'est nous aujourd'hui là, comment nous construisons nos systèmes pour que l'homme fort soit canalisé dans ses élans. C'est ça. Parce que l'homme fort, ce n'est ni Talon, ce n'est pas Macky Sall, ce n'est pas n'importe qui, c'est nous tous. Merci. Il suffit qu'on vous donne le pouvoir et ça se révèle en vous. Agapit Simplement Fréquent, pour finir, que se passera-t-il au cas où Macky Sall s'entête? On verra bien. Je me rappelle cette question au gouverneur Fadiga de la BCAO en 88. Quand on parlait de l'Europe de 92, le marché commun, on lui a demandé, mais, monsieur le gouverneur, que se passera-t-il en 92? Et il a dit, attendons d'être en 1992. On est à 4 ans de 92, on est à 88. Et il est mort entre-temps. Ça pour dire quoi? Peu de personnes peuvent savoir ce qui va se passer d'ici le 2 avril prochain à Dakar. Parce qu'il vient de peindre de vrais problèmes. En réalité,
Moi, là où là où je ne suis pas d'accord avec les intellectuels, je m'en revendique, hein, mais là où je ne suis pas d'accord, surtout avec les grands théoriciens de la démocratie et de la gouvernance, surtout les théoriciens de la démocratie, c'est lorsque on tient compte de cet homme fort et on le rend encore plus fort. Vous parlez d'institutions fortes. Il n'y a pas d'institution forte s'il n'y a pas un homme fort. Il n'y a pas un homme fort s'il n'y a pas d'institution forte. En réalité, l'un façonne l'autre. Qui anime les institutions? C'est les hommes. Pourquoi l'homme anime l'institution? L'institution s'incarne par la qualité des hommes qui sont. La Cour constitutionnelle, dans les conditions dans lesquelles elle était en 93, quand on l'a installée au Bénin, jusqu'en 96, au moment où ce bloc quittait le pouvoir, n'est pas la Cour constitutionnelle qu'on a connue de 96 à 2006. Oui, à 2007. C'est pour dire qu'en fait, il y a des variantes. Il y a des variantes parce que les temps changent. Et lorsqu'on a besoin de façonner un système, il faut tenir compte de ce que de ce caractère de l'homme. Au jardin d'Éden, on a prévenu l'homme et la femme. Et pourtant, il y a eu, les gens ont mangé le fruit défendu. En tenant compte de ça, moi j'étais à l'ANLC, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. On a eu la loi 2011-20 sur la corruption à l'époque. Pour avoir que je lis, je dis, attends, mais ces députés-là, ils sont vraiment convaincus. Mais les gens qui l'ont mis dedans, la déclaration du patrimoine, eux-mêmes ne veulent pas déclarer leur patrimoine. Et au moment où nous partions, c'est le président de la Cour suprême qui fait un grand réquisitoire contre la NLC parce que la NLC a fait la lutte pour la déclaration du patrimoine, un de ses grands projets. Et pourtant, c'est dans la loi. Et donc, lui, président de la Cour suprême était chargé justement de garantir ce processus-là. C'est pour dire quoi? L'homme a besoin, la loi, c'est les autres. Lui, il veut être autonome, il veut être puissant. Donc, Macky Sall s'est laissé entraîner dans les dynamiques de l'homme fort. Et pourquoi on demande, on prête à le chef d'État l'intention d'avoir un troisième mandat? Mathieu Kékou n'a jamais demandé un troisième mandat. Boni Yahi n'a jamais demandé un troisième mandat. Patrice Talon n'a jamais, en tout cas, de manière formelle, il n'a posé aucun acte. Mais pourquoi on a dit ça? Parce qu'on a peur que l'homme fort donc s'exprime. Donc c'est pour dire que nos tests doivent tenir compte de la réalité. Et moi, je finirai sur un mot, parjure. Vous savez, il faut qu'on donne des contenus à 2 ou 3 notions dans nos tests. La notion de parjure. Quand le chef d'État prête son serment, on doit pouvoir décrire les conditions dans lesquelles on doit le déchoir. Et dans lequel, quand il va perdre le pouvoir, il sera un homme qui ne doit pas profiter des avantages d'ancien président de la République. Et le parjure doit pouvoir être théorisé. On doit conceptualiser la notion, comme l'ordre public, les notions là, on doit les conceptualiser pour qu'il n'y ait pas d'interprétation particulièrement large ou restrictive pour ou contre quelqu'un. Si tu fais un serment, et tu fais ce que Macky Sall fait là, si tu peux faire un serment ou tu peux voter des lois opportunistes pour te maintenir au pouvoir, je pense que le mot parjure doit avoir un sens. C'est pour dire, il y a de grandes réflexions qu'on doit faire et je finis sur comme nous devons théoriser notre concept politique. Merci. La démocratie prête à porter ne peut pas fonctionner. Les camisoles construites dans tel pays, selon telle histoire, ne peuvent pas fonctionner. Le principe est là. Les normes générales sont là, mais il va falloir maintenant adapter les normes environnementales, les normes logiques, les normes historiques, les normes culturelles, pour que nous puissions nous retrouver dans un mécanisme tout au moins chrysogène, parce qu'on ne peut jamais, là où l'homme intervient, on ne peut jamais éliminer les manifestations d'hommes, c'est-à-dire l'homme fort. Oui, merci. Si tu me permets juste de placer un mot, c'est qu'il faut que les députés se rappellent que ceux qui vont se pencher sur la révision de la Constitution, que déplacer le mandat du président de la République, déplacer le mandat des députés, c'est aussi une faute et il ne faut pas le faire. Merci à vous pour cette belle chute. Merci à vous, Paul Baïroissou. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, théoricien de la gouvernance, analyste politique. Vous étiez face au consultant média communication, analyste chroniqueur politique, Agapit Napoléon Mafoïcain. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve, j'allais dire, demain pour l'inviter avec Maître Abraham Zizidouroué sur la modification du code électoral et la révision de la Constitution.